aujourd'hui pour ce deuxième webinaire concernant la parentalité et le travail proposé par l'USB en collaboration avec la société Mazalé Solutions. Aujourd'hui, nous allons discuter de la gestion du stress pour les parents d'enfants et pour les aidants de parents vieillissants. Marie-Christine, la parole est à toi. Merci Sandrine. Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur la gestion du stress pour les parents d'enfants et les aidants proches des parents vieillissants. Alors, le programme de la conférence, il est comme suit. On va parler de l'introduction, je vais me présenter à vous, je vais parler du contexte sociétal également, quelques chiffres clés qui sont importants à prendre en compte et évidemment les ressources et les stratégies de gestion du stress. Mais avant tout, faisons connaissance. Je m'appelle Marie-Christine Watts, je suis consultante et coach parental. J'ai une expérience dans la délégation pharmaceutique et médicale depuis plus de 20 ans, spécialisée en nutrition infantile, qui m'a permis de développer une passion pour les 1000 premiers jours de vie, dont je vous ai déjà parlé dans un webinaire précédent. Et cette expertise sur les 1000 premiers jours de vie m'ont amené à soutenir la parentalité sous toutes ses formes en entreprise et pour les particuliers aussi. Je me suis également spécialisée dans l'accompagnement et la prévention du burn-out parental. Je suis certifiée par le Burnout Institute. Et voilà, je suis là pour vous offrir un webinaire pour gérer le stress qui, j'espère, va vous apporter quelques pistes de solutions et quelques clés. Être parent, ça va nous accompagner toute notre carrière. Vous voyez ici sur le slide, la flèche correspond à la carrière et puisqu'on est amené à travailler quand même de nombreuses années et qu'à partir du moment où on est enceinte ou même en parcours PMA, la parentalité intervient et va avoir un impact sur cette carrière. Donc de la naissance, de la grossesse à la naissance, à la gestion de la petite enfance, la gestion parfois aussi des adolescents, les moments d'études qui sont aussi importants pour nos enfants vont faire partie intégrante de cette mixion vie privée, vie professionnelle. Quand les enfants sont en âge de quitter le nid et de voler de leurs propres ailes, souvent on est amené à accompagner nos propres parents vieillissants et c'est encore une forme de parentalité. Ici, je vous montre un graphique qui est intéressant. C'est la proportion en Europe des employés, parents d'enfants de moins de 18 ans. Et donc, tout en sachant que ce n'est pas parce que l'enfant a 18 ans qu'on n'est plus parent, bien sûr, mais on peut constater que la proportion est quand même importante. Donc, plus de la moitié, un peu plus que la moitié en France se retrouvent parents de jeunes enfants, 55%. En Allemagne, on passe à 60%, en Espagne, 65%, et vous voyez, en Italie et en Grande-Bretagne, on est près des 60% aussi. Donc, c'est toujours intéressant de prendre en compte ce genre de statistiques pour se rendre compte du nombre de travailleurs concernés par le sujet. Alors ici, on a un autre graphique, c'est la proportion d'employés aidants en Europe. Et on voit en fait que ça concerne environ 20% des aidants actifs sur le monde du travail. Il faut savoir aussi que ces chiffres ne peuvent pas refléter d'une véritable réalité non plus, et que la proportion est peut-être même plus grande, parce que ça, ce sont des statistiques avec des employés qui se sont déclarés en même temps aidants. Mais beaucoup d'employés ne déclarent pas spécifiquement leur statut. Et quand on voit qu'en France, on est à 17% d'aidants, en Allemagne, 20% d'aidants déclarés, on peut imaginer que beaucoup d'employés aident leurs parents ou sont des aidants d'une personne proche avec des difficultés spécifiques. Et donc voilà, ces gens-là travaillent et sont en même temps responsables d'apporter du soin à quelqu'un de proche dans leur famille. Donc les chiffres sont également intéressants à relever. Des parents entre deux siècles. Il faut savoir qu'on est en 2024, donc potentiellement en début du XXIe siècle. Et donc, c'est une particularité qu'il est intéressant de soulever, parce qu'on est, nous parents, aujourd'hui, vraiment dans cette balance entre les mentalités du siècle passé, à savoir le XXe siècle, et les mentalités émergentes du XXIe siècle,
où il y a des grandes différences à noter. Au XXe siècle, la parentalité reflétait des modèles beaucoup plus traditionnels. On avait des rôles parentaux qui étaient vraiment bien marqués au niveau des responsabilités entre le père, la mère. La valeur travail était évidemment très différente aussi. Et donc, petit à petit, on arrive au XXIe siècle avec une approche fort différente, plus égalitaire, des tâches domestiques plus partagées, une prise en charge des enfants plus égalitaire également, et un équilibre de vie, de famille et de travail qui est aussi très différent de nos anciens modèles parentaux du XXe siècle. Au XXIe siècle, la parentalité a considérablement évolué. Mais nous portons encore, nous tous, les schémas du passé qui sont bien ancrés. On a cette transition qui est donc très difficile entre la tradition de ce que nous a enseigné nos parents et nos grands-parents avec la modernité de la vie actuelle. Et naviguer entre ces deux différences est très difficile pour les parents d'aujourd'hui. Et je pense que les parents d'aujourd'hui ont beaucoup plus de défis à relever que nos grands-parents, par exemple, où les tâches étaient vraiment bien scindées. Les raisons de cette évolution. Mais premièrement, il y a eu la Déclaration des droits de l'enfant qui a été adoptée en 1959. Et donc, il faut savoir que cette déclaration a marqué quand même un tournant dans l'histoire de la parentalité et de la manière dont on va considérer les enfants, parce qu'auparavant, les enfants n'avaient pas le droit à la parole, ils devaient suivre, et un enfant était considéré comme un bien des parents, et on pouvait le faire travailler, on pouvait avoir des droits sur lui qui aujourd'hui ne semblent plus du tout la réalité, et tant mieux. Mais cette déclaration, elle a été créée en 1959, mais non contraignante pour les pays. Ce n'est qu'en 1990, et donc il n'y a pas longtemps, que cette réglementation, déclaration des droits de l'enfant, devient contraignante et donc a dû être adoptée par tous les pays. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu aussi une évolution de ces différences par rapport au siècle passé. Puis, il y a eu aussi la féminisation croissante du travail. Donc, pour vous donner un exemple, en 1983, 36% des femmes étaient en emploi. En 2019, on est passé à 62%. Donc, cette féminisation croissante a aussi eu une évolution sur le mode de parentalité, et la proportion tend à venir s'équilibrer parce qu'on est à 67% en 2023 pour les femmes en emploi et 74,5% pour les hommes au dernier trimestre 2023. Donc, ces chiffres sont intéressants. On les lit comme ça, mais il faut savoir qu'il y a encore des disparités parce que le travail en heures prestées est encore différent pour les hommes et pour les femmes, mais on le verra plus tard. Et puis, il y a eu une évolution sociale, sociétale. La famille nucléaire, papa, maman, les enfants changent et se diversifient, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, on a une diversité de familles au niveau des compositions familiales, au niveau des évolutions économiques également, des changements culturels. On a des familles différentes cultures, de différentes religions. Il y a l'émergence de la parentalité positive. On n'a plus ce schéma classique de la famille nucléaire. On peut avoir des familles vraiment recomposées, décomposées. Ça reste une famille, et donc ça fait aussi partie de cette évolution sur le mode de parentalité entre les deux siècles. Alors, les défis des parents au XXIe siècle, ils sont quand même nombreux. Donc, être parent aujourd'hui, c'est pouvoir trouver un équilibre entre se réaliser soi-même et dans son travail aussi, mais aussi dans son couple et dans sa vie sociale, tout en guidant nos enfants dans un monde où les attentes sont très, très élevées et les modèles sur Internet souvent idéalisés. Donc, on a une pression, une injonction de performance dans toutes les sphères de sa vie, et ça met beaucoup de pression sur ces nouveaux parents du XXIe siècle, qui est intense parfois, ce qui peut générer du stress. Alors, les défis des parents, ben voilà, on y revient, concilier vie professionnelle et vie familiale,
dans un environnement de travail de plus en plus exigeant, parce qu'évidemment, on nous a fait gagner du temps avec la technologie, mais pourtant, la pression du temps n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Donc, on court tout le temps après le temps. Aujourd'hui, il y a des contraintes financières. Travailler avec un seul salaire, ce n'est plus possible. Donc, ou c'est très compliqué. Donc, il y a cette pression-là aussi. On a une surcharge d'informations constante et on est exposé, une exposition de nos enfants aussi aux médias, à la technologie. Et c'est un stress pour les parents de devoir gérer ça parce qu'ils ont accès à une fenêtre sur le monde, c'est très bien, mais il faut aussi pouvoir contrôler ça. Et donc, ça fait partie des défis des parents aujourd'hui de leur donner accès à du contenu qualitatif. Et on n'a pas toujours le temps, tout simplement. Donc, il faut aussi trouver l'équilibre entre l'éducation traditionnelle et l'éducation moderne, celle qu'on a reçue, celle qu'on voudrait continuer à pouvoir perpétrer, et l'éducation d'aujourd'hui, parce qu'il faut quand même vivre avec son temps, on ne peut pas rester au siècle passé. Il faut gérer les défis, évidemment, de nos parents vieillissants, puisqu'il y a une augmentation de l'espérance de vie, une réalité aujourd'hui, c'est une réalité pour de nombreux parents, pour de nombreuses personnes aujourd'hui. Il faut gérer les défis liés à la santé mentale, on en parle de plus en plus, le bien-être, tant pour les parents que pour nos enfants. On fait face à des pressions sociales et à des normes de réussite qui sont imposées à la fois par la société, mais aussi par les réseaux sociaux. Bien manger, il faut avoir une alimentation bio, écologique, et tout ça, ça met énormément de pression. Et donc, éduquer les enfants aussi sur ces enjeux environnementaux, parce qu'ils en auront besoin, ils ont besoin d'énormément de résilience pour les années à venir, parce qu'ils auront des défis à relever phénoménaux. Et donc, ces enjeux environnementaux et sociétaux, tout en leur incluant le respect, la valeur et le sens des responsabilités. Donc, c'est quand même des fameux défis. Alors, ici, c'est pour vous montrer quelques exemples d'images de familles idéalisées et de situations sur lesquelles on se dit qu'on n'est pas conforme à ce qu'on voit sur les réseaux. Donc voilà, la famille qui va en vacances, la famille tout sourire, parfaite. On a aussi des images de réussite, de carrière, de performance, de vie sociale bien équilibrée, avec un cercle d'amis qui correspond à ce qu'on nous demande aussi, d'avoir des bonnes choses sur la table, tout en étant healthy et réussissant notre carrière. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'injonctions, des enfants tout sourire, bien sûr, hein, ça c'est très important, en pleine santé. Et donc, on est confronté à ça. Mais parfois, la réalité, c'est plutôt ça. Et donc, on se retrouve avec des crises de nerfs, des angoisses, et on se sent fort seul et, euh, et parfois dépourvu. Voilà. Encore une petite image de réalité de ce qu'on peut vivre à la maison ou au travail. Quelques chiffres clés maintenant, importants. On va parler un petit peu d'absentéisme, parce que l'absentéisme n'est pas toujours lié au fait qu'on est parent. On parle d'absentéisme parce qu'on est malade, mais il faut savoir que parfois le médecin donne du repos. C'est aussi un soin, un médicament, le repos. Et donc, il est peut-être intéressant de soulever les questions d'absentéisme sur la fonction de mixion vie privée et vie professionnelle, et donc de cette parentalité. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en Belgique, on a atteint un niveau extrêmement haut et à son pic depuis les 5 dernières années. Les gens qui sont le plus souvent absents sont les travailleurs âgés entre 30 et 44 ans. C'est vraiment ce groupe d'âge qui est le plus concerné et fatalement, groupe d'âge qui a en moyenne des enfants en bas âge. Il y a un impact sur les femmes qui est vraiment important. On pense, et je suis même certaine, que les femmes sont plus touchées par les responsabilités parentales. Et donc, on voit que les femmes sont beaucoup plus absentes que les hommes aussi. Et ça, c'est sur base d'une étude qui a été faite par Acerta, basée sur 260 000 travailleurs. Au niveau du burn-out, il faut savoir qu'il est passé de 8 à 13%, et que en soi, c'est une augmentation de 60% depuis le début de la pandémie, selon une étude de Securex et de la KU Leuven. Il faut savoir que 41% des plaintes de burn-out sont attribuées
une charge émotionnelle assez lourde, à l'intensité du travail, aux contraintes personnelles et à l'insécurité professionnelle également, et certainement au conflit de rôle. Allons encore un peu plus loin dans les chiffres. Donc, toujours intéressant à savoir, la première maternité pour les femmes en Belgique en moyenne, c'est 29 ans. Pour les hommes, c'est 34. L'indice conjoncturel de fécondité en Belgique, c'est 1,62 enfants par femme. Ce taux de natalité baisse drastiquement en France, en Belgique également. Mais il y a peut-être une raison justement de ce conflit de rôle. Voilà, le siècle passé, les mamans s'occupaient des enfants et le faisaient avec le temps pour le faire. Aujourd'hui, les femmes travaillent et donc il faut également s'occuper des enfants. Et donc, qui le fait? Toujours les femmes, la majorité. Bien sûr, les hommes aussi prennent leur place de plus en plus, mais ça repose encore fort sur les épaules des mamans. De ce fait, ben, on fait moins d'enfants. Et donc, c'est peut-être un point à aller creuser un peu plus pour avoir des réponses. Et donc, en Belgique, on est à 117 000 naissances en 2019 par an. Le décès maternel en France, les chiffres sont très, très intéressants, tristes, mais intéressants. On est à 50 à 100 décès par an liés à la grossesse, à l'accouchement ou à leur suite. Et donc, c'est quand même énorme. Et on sait que les causes principales de ces décès maternels après grossesse sont les maladies cardiovasculaires, donc tous liés à l'alimentation, le suicide et l'embolie amniotique. Et donc, malheureusement, il y a un mois d'ici, j'ai appris que les maladies cardiovasculaires n'étaient plus la première cause de décès, mais que la première cause était remontée et que c'était le suicide maternel, dû en fait au postpartum, donc qui est, pour rappel, une dépression postnatale sévère qui peut amener les femmes en tel désarroi qu'elles peuvent être amenées à avoir des pensées suicidaires et à se suicider. Et donc, concrètement, ça représente un décès par mois en France par suicide durant la première année de vie de l'enfant. Donc, c'est très, très triste. Alors, au niveau du congé parental, pour les pères, il faut savoir que moins de 1% des pères prennent un congé parental à taux plein. Donc, c'est vraiment très peu. Et donc, c'est des réalités qui méritent vraiment une attention particulière. Alors, ressources et stratégies, on va quand même parler des ressources possibles et des stratégies de gestion du stress. Déjà, il faut savoir que le parent ne peut pas être en permanence un parent positif. C'est OK. L'employé ne peut pas être en permanence un employé productif. C'est OK. La prévention du burn-out, c'est le plus important. Donc, plutôt que de guérir, il vaut mieux prévenir. Le stress, tous les parents seront confrontés à cette réalité et la plupart des parents vont s'en sortir indemnes. Il n'y a pas de problème. On est tous confrontés à ça et on est résistant face au stress et aux aléas de la vie. Quand ça devient dangereux, c'est quand le stress devient intense, chronique, et là, ça peut provoquer le burn-out, qu'il soit professionnel ou parental. Et donc, pour éviter d'en arriver là, il y a des stratégies qui existent. Les conséquences de la non-prévention. Ben voilà, si on ne prévient pas, il faut guérir. Et ça serait dommage, parce que quand on crée un couple, on a peut-être envie, et certainement envie de le garder. Et donc, les conséquences sur le couple, sur le burn-out parental ou professionnel, des dépressions, une perte d'engagement dans sa vie professionnelle ou dans sa vie privée. Il y a des conséquences sur le bien-être des enfants, leur développement aussi, des aggravations au niveau des problèmes de santé préexistants ou bien simplement des problèmes de santé liés au stress. Le stress est délétère, vous le savez certainement, mais le stress impacte la santé et puis des absences au travail, bien sûr. Alors, on va équilibrer tout ça. Vous voyez ici sur ce slide une belle balance et on voit quand même que quand les facteurs stress et les ressources ne sont pas équilibrés, ça va pencher d'un côté. Et il faut mettre tous les mêmes cartons, le même poids sur cette balance pour que ce soit le plus équilibré possible. Même si de temps en temps ça vacille,
Le but est vraiment d'équilibrer les choses. Alors, voilà le concept que je vous propose. Donc, ce tableau explique, c'est évidemment un concept qui est à approfondir en atelier, mais ça va vous donner peut-être une base de réflexion, en tout cas aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, vous avez les facteurs stress et les ressources que vous rencontrez dans votre vie. De ça, vous pouvez faire un développement de vos ressources et ajouter ou renforcer des ressources que vous avez déjà. Dans le développement, on peut éliminer ou réduire des stresseurs qui seraient inutiles, qu'on se met pour rien, mais le fait d'y réfléchir est important. Accepter activement ce qui ne peut être changé. Donc, les stresseurs irréductibles, je peux vous donner un exemple. Par exemple, on a un enfant à besoins spécifiques, c'est un stresseur, mais la situation est telle qu'elle, donc on ne pourra pas la changer, il faut l'accepter. Ou des ressources inaccessibles, une autre forme de ressources qu'on pourrait ne pas avoir. Ben voilà, mes parents vivent dans un autre pays, c'est une ressource que je ne peux pas avoir, donc c'est inaccessible. Mais avec tout ça, on va pouvoir développer d'autres choses. Mais déjà de le visualiser et de se dire c'est quoi ma situation par rapport à mes stresseurs et c'est quoi mes ressources et comment je peux les développer ou en éliminer certains. Alors, si on analysait votre propre situation, êtes-vous prêt? Faites le point, en général, bien sûr. Vous pourrez le faire chez vous, relax, revoir les différents slides, évidemment, mais prenez un petit peu le temps de réfléchir à votre propre situation. Écrivez en quelques mots, mais vraiment en quelques mots. Pas la peine de faire un roman, écrivez quelques mots qui résument votre situation. Par exemple, actuellement, je traverse une période professionnelle, et vous expliquez, en raison de, terminez la phrase, tandis que ma situation familiale est ceci ou cela. Cette simple phrase va déjà vous donner une idée d'où vous en êtes. Pour identifier vos stresseurs, je vais un petit peu vous aider. Donc, les stresseurs ou les facteurs de risque peuvent être divers et selon chacun, chaque situation, bien évidemment. Chaque parent vit des situations différentes, donc les stresseurs peuvent être des ressources pour certains et les ressources peuvent être des stresseurs pour d'autres. Mais par exemple, on peut se retrouver quand même dans une situation où un facteur de stress est quelqu'un, par exemple une maman qui serait surprotectrice avec son enfant, c'est un stresseur pour elle. Ou bien être dans un endroit où il y a une surface habitable limitée et qui stresse le quotidien. Avoir vécu un deuil récemment, le nombre d'enfants dans la fratrie, si on a une famille recomposée, qu'on est à 6 ou 8, ça peut être un stresseur. Des jeunes enfants, une absence de règles, on n'a pas défini les règles à la maison, c'est aussi un stresseur. Un esprit de compétition dans la famille, du dénigrement de la part de son conjoint ou même de ses enfants, peut-être adolescents, qui sait. De la dévalorisation, c'est également un stresseur. Les injonctions, donc il faut que j'allaite, il ne faut pas que j'allaite, ou il faut faire ci, ou il faut faire ça. La maladie peut être un stresseur, les difficultés à gérer votre stress. La liste est longue et non exhaustive ici, mais voilà, ça peut vous donner une idée de tous les facteurs que vous pouvez rencontrer. Essayez de bien réfléchir à vos propres stresseurs, que ce soit une désorganisation familiale, un manque de soutien, du stress au travail, un manque de reconnaissance, ou bien que vous êtes quelqu'un de perfectionniste. Tout ça peuvent être des facteurs stressants et des facteurs de risque de tomber soit en burn-out professionnel ou burn-out parental. Un autre exemple de stresseur plus spécifique au travail, les performances, les délais, les clients, les conflits dans une équipe, les injonctions de performance, un manque d'organisation au travail, une équipe trop grande ou une équipe trop petite, un manque de support, du stress au travail, une mauvaise communication, tout ça peut être des stresseurs dans le cadre professionnel. Parlons des ressources maintenant, parce que vous en avez.
Et même si vous ne les voyez pas, tout le monde a des ressources et elles peuvent être développées. Quelles sont mes ressources, mes facteurs de protection? J'ai de l'aide de mes parents, de mes beaux-parents, de mes amis. Ça, c'est une ressource formidable. Vivre dans un quartier qui est agréable, c'est une ressource qu'on oublie peut-être, mais qui est une ressource importante. Être une personne qui se connaît bien et qui accepte ses limites est une ressource importante aussi. Avoir suffisamment de revenus, c'est une ressource. Avoir la même idée de l'éducation avec mon conjoint est aussi une ressource. Avoir le soutien de mon conjoint, c'est une ressource. Quelqu'un de patient, c'est une ressource. Avoir des compétences émotionnelles fortes, très bien comme ressource. Confiance en ses capacités, avoir des enfants autonomes, avoir un travail satisfaisant, être organisé, avoir des collègues que j'apprécie, tout ça, ce sont des facteurs de ressources. Et il est important de les reconnaître et de les mettre en valeur pour pouvoir encore plus les utiliser. Au niveau du travail, les ressources possibles sont le cadre de travail. Quand on travaille dans un bel environnement, c'est important pour la santé mentale. Avoir un bon manager, des bons collègues, avoir beaucoup d'humour dans sa vie professionnelle. Avoir des initiatives au travail de bien-être est aussi une source importante de ressources. S'épanouir au travail, faire des after-work, de la reconnaissance est une ressource très importante. Avoir envie d'aider ses collègues aussi, et donc avoir des clients sympathiques, un travail qui est proche de chez moi, toute autre ressource que vous pourriez identifier dans votre propre sphère professionnelle. Alors, à la maison, quelles sont vos ressources? Votre conjoint, ou vous aimez cuisiner, ça vous ressource énormément. Faire du sport, décorer, vos parents, votre jardin, la musique que vous écoutez, vos week-ends, les amis. Il y a de nouveau une liste non exhaustive de ce que vous pouvez apporter comme bien-être pour équilibrer justement tout ça. Avoir une coach, un psy ou une psy, faire du shopping, peu importe. C'est très difficile de mettre toutes les ressources possibles, évidemment, mais vous devrez quand même bien identifier intrinsèquement ce qui vous ressource le plus dans votre vie. On va faire une différence entre les symptômes du burn-out professionnel et les symptômes du burn-out parental. Alors, ils sont quand même relativement proches, mais selon la psychologue américaine Christina Maslach, le burn-out professionnel est un processus de dégradation du rapport subjectif au travail. À l'instar du burn-out parental, le burn-out professionnel se caractérise en 3 dimensions. Il y a un épuisement physique et émotionnel en lien direct avec le travail. C'est être complètement vidé de ses ressources à cause d'une exposition continue aux facteurs de risques psychosociaux qu'on rencontre au travail. Donc, les stresseurs que vous aurez identifiés dans votre travail, cette exposition aux stresseurs amène souvent à un burn-out professionnel. Et puis, les symptômes qu'on peut retrouver encore, c'est un cynisme. Donc, on devient cynique, on dépersonnalise les bénéficiaires de son travail, on a une attitude vraiment négative, distante et assez détachée par rapport à son travail. En gros, on s'en fout un peu de son travail. Donc, progressivement, le patient en burn-out professionnel va se désengager de son travail et de sa structure à laquelle il appartient. Et puis, l'autre symptôme, c'est une perte d'efficacité et d'épanouissement, bien sûr. Donc, on va se dévaloriser, on va sentir un sentiment d'être inefficace dans son travail et il y a vraiment une grosse impression de ne plus être à la hauteur. Donc ça, c'est plus pour le burn-out professionnel. Au niveau du burn-out parental, donc là, ce sont plus c'est également des épuisements. Donc, on a un épuisement physique et émotionnel, mais plus en lien avec l'enfant. Pour vous donner un exemple, les gens qui sont en burn-out parental vont être à la limite contents de sortir de la sphère familiale pour aller travailler. Et ils vont rentrer à la maison avec déjà une angoisse parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans cette situation. Et donc, voilà, ça c'est plus en lien avec la vie de famille. Donc, c'est un épuisement physique et émotionnel quand on se retrouve en famille, une distanciation affective avec l'enfant.
on s'en veut même, parce qu'à ce moment-là, on a l'impression de ne pas aimer son enfant, ce qui n'est pas du tout le cas, mais c'est cette distanciation qui marque le burn-out parental. Il y a une saturation et une perte de plaisir dans son rôle de parent aussi. Et puis, il y a un phénomène de contraste entre le parent qu'on a été et le parent qu'on est en situation de burn-out. On ne se reconnaît pas, tout simplement. Et donc, voilà, ils sont assez proches. Et on peut même avoir et un burn-out professionnel et un burn-out parental, ce qui devient une dépression. Et donc là, il faut vraiment se faire aider à ce moment-là. Alors, équilibre travail-famille, comment y parvenir? Ce que je vous propose comme exercice encore, c'est d'identifier vos valeurs. Les valeurs, c'est ce qui compte le plus pour vous dans la vie. Si moi j'ai une valeur importante et qu'on va me demander c'est quoi ta valeur la plus importante, je vais pouvoir en citer 3, comme le respect, la confiance. Et donc vous aussi, vous pouvez avoir le respect, mais vous allez peut-être avoir une valeur qui est plus importante, et on va le voir après, hein, en découvrant les valeurs pour les différentes personnes. Mais c'est les valeurs qui leadent votre vie. Et ça, c'est très important de les identifier. Ensuite, on va définir vos priorités. Comprendre ce qui, à l'instant T, maintenant, parce qu'on ne peut pas parler de priorité dans 2 ans, mais ce qui aujourd'hui compte pour vous. Vos priorités, est-ce que c'est continuer un master si j'ai repris des études? Est-ce que mes priorités, ce sont mes enfants? Est-ce que ma priorité, c'est avoir cette promotion? Donc, bien réfléchir avec les priorités du moment. Donc, identifier ces valeurs, définir vos priorités, et on l'a vu tout à l'heure, identifier tous les facteurs stress et identifier toutes vos ressources. C'est ça la base. Identifiez vos priorités. C'est quoi vos priorités du moment? Est-ce que c'est mon bonheur? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est ma santé? Parce que je dois récupérer un problème de santé et donc ça va être ça la priorité. Est-ce que c'est trouver mon équilibre? Trouver l'amour? Ou c'est l'amour? Tout simplement, mon épanouissement personnel, mon bien-être, trouver du temps. Est-ce que c'est ça ma priorité? Les relations? Voilà, pouvoir travailler sur ma passion. Si vous avez une passion quelconque, vous adorez peindre, et que vous voulez trouver du temps pour le faire, c'est développer cette priorité-là. La sérénité, est-ce que votre priorité aujourd'hui, c'est votre sécurité financière ou votre carrière ou votre équilibre travail-vie, votre formation du moment, votre logement, trouver une habitation? Peu importe ce que vous décidez, parce que c'est propre à chacun, identifiez clairement quelles sont vos priorités à court et moyen terme. Ensuite, vos valeurs. Donc, j'en parlais tout à l'heure, que les valeurs, de nouveau, c'est propre à chacun, mais vous pouvez avoir toute une série de valeurs. Elles ne sont pas toutes marquées ici, donc c'est encore une liste non exhaustive. Donc, l'honnêteté est une valeur qui peut être importante pour vous, l'intégrité, le respect, ou bien la compassion, la tolérance, la responsabilité, la liberté. Ça peut être une valeur très, très importante pour vous. La gratitude, la résilience, je vais en citer quelques-unes, l'esprit d'équipe, c'est peut-être une valeur importante pour vous. Vous êtes une personne très fiable et vous insistez là-dessus, et donc vous voulez qu'on puisse voir de vous que votre fiabilité est à toute épreuve, la fidélité, l'égalité, mais il y a aussi l'écologie qui peut rentrer comme valeur qui est importante pour vous. Donc, analysez ça, faites-vous confiance et essayez d'aller chercher vos valeurs les plus importantes, que ce soit la justice ou la paix, peu importe. Et essayez d'identifier ça dans les 2 sphères de votre vie, à savoir le travail et la famille, parce que ça peut différer un petit peu. Alors, équilibre travail-famille, on revient avec un slide qui est vide, mais qui vous permet d'identifier 5-6 valeurs importantes pour vous, les priorités les plus importantes. Si vous avez réussi à identifier vos facteurs de stress, n'hésitez pas à les ajouter.
Il ne faut pas faire une liste de 20 valeurs, de 20 facteurs de stress. Commencer petit pour vraiment essayer de dégrossir après. Encore une fois, ça se travaille en atelier éventuellement. Et vos ressources disponibles. Les piliers de l'équilibre. J'ai donné quelques points théoriques sur les valeurs, les facteurs stress, les priorités, etc. Donc ici, on va aller un peu plus dans les exemples. Et donc, je vais vous donner quelques exemples pour retirer des stresseurs. Donc, par exemple, retirer des stresseurs. Un stresseur, c'est que dans ces injonctions de performance qu'on a à éduquer nos enfants, à leur faire de l'équitation, du cheval, de l'anglais, de l'espagnol, et qu'on a beaucoup de pression là-dessus, peut-être réduire un petit peu le nombre d'activités extrascolaires. C'est OK s'il fait 2 activités par semaine. Donc ça, c'est retirer des stresseurs. Autre exemple de retrait de stresseurs, d'élimination de stresseurs, c'est peut-être si un de vos facteurs stress est d'être tout le temps connecté à votre travail, dans votre esprit et à la maison, arriver à déconnecter une fois à la maison, c'est retirer un stresseur. Alléger des stresseurs. Comment on peut faire ça? Un autre exemple. J'ai un stress pour, je donne un exemple, faire un PowerPoint. C'est un stresseur pour moi au travail, disons. Je vais demander de l'aide à un collègue et donc là, ma charge va être allégée également. Alléger des stresseurs, c'est aussi arrêter les pensées limitantes. Les autres y arrivent tout seuls, je vais me débrouiller. C'est une pensée limitante qui permet de dire que je ne vais pas demander de l'aide. Et donc, c'est s'alléger aussi l'esprit et pouvoir aller demander de l'aide. On est une communauté, que ce soit en famille ou au travail, et donc l'entraide est importante aussi. Donc, on allège les stresseurs dans ce sens-là. Pour mieux utiliser mes ressources, par exemple, je suis débordée à la maison par le ménage, il y a trop de choses à faire, donc je demande plus d'aide à mes enfants et à mon conjoint. C'est aussi mieux utiliser les ressources. Les ressources, elles sont là. On peut mieux utiliser ses enfants aussi, même s'il y a une déclaration des droits de l'enfant, c'est pas pour ça qu'on les met au travail forcé. Donc, demander de l'aide à ses enfants ou à son conjoint. Mieux utiliser les ressources, c'est aussi pouvoir améliorer la coéducation. Donc, que ce soit avec le conjoint, avec un parrain, une marraine, les gens qui sont autour de nous, qui font partie de notre village. Et donc, demander de l'aide aussi pour éduquer ses enfants. Et c'est aussi une façon de mieux utiliser les ressources. Ajouter des ressources. Par exemple, si un de vos facteurs stress, ce sont justement les devoirs à la maison, les institutrices ne se rendent pas toujours compte que c'est compliqué et qu'ils mettent beaucoup d'institutrices, instituteurs de travail à la maison, eh ben, on peut faire appel à une école des devoirs ou un professeur particulier. Ça, c'est ajouter des ressources. Une autre ressource, avoir un bon outil de planification, ça aide aussi dans la gestion. Et quand on est parent, il y a une acceptation active, c'est qu'on n'a plus un agenda qui permet l'improvisation à tout moment. On peut encore improviser, mais pas tout le temps. Donc, c'est une acceptation active, par exemple. Donc voilà, retirez des stresseurs, réfléchissez bien à tout ce que vous pouvez retirer, allégez ces stresseurs, mieux utiliser vos ressources ou ajouter des ressources. Encore une fois, c'est des choses qu'on peut travailler en groupe. Alors, je rappelle le concept. Facteurs de stress et ressources, essayez de bien les identifier. Comment vous pouvez les développer en renforçant ou en ajoutant des ressources, en éliminant ou en réduisant les facteurs de stress, en acceptant activement ce qui est irréductible et en acceptant également les ressources inaccessibles. Conclusion, ne craignez pas d'atteindre la perfection, vous n'y arriverez jamais. C'est une citation de Salvatore Dali. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je vous propose, si vous voulez aller plus loin,
des programmes différents comme le Meal Daycare pour les collaboratrices enceintes, des ateliers pour les salariés parents. Si vous voulez aller plus loin et aller chercher vos ressources et vos facteurs stress et décortiquer tout ça ensemble. Donc voilà, je suis disponible également pour vous en coaching parental privé et particulier également, et en prévention du burn-out. Je vous remercie. Nous voilà arrivés à la fin de ce deuxième webinaire riche en informations. J'espère que vous aurez trouvé quelques solutions. Nous nous retrouverons dans un mois pour un troisième webinaire plutôt axé et dirigé vers les managers qui s'intitule Comment et pourquoi intégrer la parentalité en entreprise. Au revoir. Merci Sandrine.